la bande de Gaza, avec ses 2 millions d'habitants, peut très bien devenir une zone de développement extraordinaire de type Singapour. Mais il y a des obstacles puissants, évidemment, à cela. Et le premier obstacle, c'est évidemment la mainmise islamiste aujourd'hui sur le nationalisme palestinien. Et la mainmise islamiste, c'est que leurs politiques, leurs fins dernières sont des fins quasi millénaristes, quasi apocalyptiques. Eh bien, voilà, il est 8h39 sur Radio Kalita et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Georges Bensoussan. Georges, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes écrivain, historien et que vous avez publié en janvier dernier un ouvrage, Les origines du conflit israélo-arabe entre 1870 et 1950. Et peut-être nous allons essayer de nous inspirer justement de ces recherches particulièrement profondes et importantes que vous avez réalisées pour retrouver justement ces origines du conflit israélo-arabe, pour essayer peut-être de trouver modestement, de voir s'il y a une possibilité de solution à ce conflit que nous venons de vivre ces derniers jours en Israël, autour de la bande de Gaza, et même ces conflits à répétition qui sont récurrents, on le voit depuis maintenant une vingtaine d'années, autour de la bande de Gaza. D'abord, la première conclusion que cela peut vous inspirer en tant qu'observateur, ce type de conflit à répétition? Je crois que ce qui est frappant avec ce conflit à répétition, comme vous le dites très justement à propos de Gaza, c'est que avec ce conflit, on est au cœur vraiment du conflit israélo-arabe qui est le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que Gaza, c'est effectivement cette fraction de la Palestine où une grande partie des habitants, des 2 millions d'habitants, sont des descendants de réfugiés de 1948. Il faut rappeler qu'en 1948, il y avait à la fin des hostilités, en 1949 donc, il y avait 8 camps déjà de réfugiés à Gaza et 200 000 réfugiés officiellement recensés. Et donc avec là, on est dans la répétition de ce qui est le cœur du conflit. À la limite, se rejoue la tragédie depuis les origines avec ce conflit. Alors, on est au centre même du volcan, je dirais, avec ça. Première question, pourquoi finalement, dans cette période, entre 1949 et 1967, où la bande de Gaza n'était pas conquise par l'État d'Israël, elle était, on va dire, elle n'était pas annexée par l'Égypte, mais elle était d'une manière ou d'une autre sous le contrôle de l'Égypte. Pourquoi finalement l'Égypte n'a pas voulu annexer la bande de Gaza comme l'a fait par exemple la Jordanie avec la Cisjordanie? Parce que officiellement la Ligue arabe était officiellement, je dis bien, favorable à un État palestinien. Et annexer la bande de Gaza, c'était carrément piétiner le souhait formulé par la Ligue arabe. Donc, ils ont administré, c'était le terme exact, la bande de Gaza. Mais en réalité, l'Égypte de 1948, quand elle entre en guerre contre l'État d'Israël, a exactement la même volonté que l'émir Abdallah, le roi Abdallah, donc le roi de Transjordanie, devenu roi de Jordanie, c'est-à-dire la volonté d'annexer le Negev, et donc forcément aussi la bande de Gaza. Elle ne le fait pas pour ne pas se mettre en marge de la Ligue arabe, ne pas se mettre en marge du monde arabe. Mais en réalité, l'emprise sur la bande de Gaza est exactement la même que ce qui s'est passé avec la Jordanie et la Cisjordanie, bien sûr. Est-ce qu'il y a, on va dire, des différences entre les Palestiniens, parce que c'est une question que l'on pose régulièrement, est-ce qu'il y a des différences entre l'origine des Palestiniens, de ces camps palestiniens qui sont venus de 1948, qui se sont réfugiés dans la bande de Gaza, et ceux de la Cisjordanie? La première différence, c'est une différence qui est à mon avis anecdotique, c'est une différence géographique, c'est-à-dire que se sont réfugiés à Gaza essentiellement des Palestiniens, des Arabes palestiniens, à la suite des combats d'octobre 1948, qui sont les derniers combats dans le Negev. Donc ce sont des gens qui viennent essentiellement de la région sud de la Palestine, d'Israël, alors que pour la Cisjordanie, c'est aussi évidemment toute l'origine géographique est beaucoup dispersée, c'est tout le reste. Bon. C'est la seule différence. Ensuite, la deuxième différence, c'est la surpopulation. C'est-à-dire que Gaza est un territoire très limité, avec un taux de natalité parmi les plus forts au monde pendant des décennies et des décennies, qui fait qu'on est passé de 200 000 réfugiés, plus la population locale qui était modeste à l'époque, à aujourd'hui 2 millions. C'est-à-dire quelque chose d'incroyable. Donc on a eu à Gaza pendant plusieurs décennies un indice de fécondité de 7 à 8 enfants par femme, qui était le plus fort au monde, avec peut-être, on peut ajouter l'Afrique des Grands Lacs, et encore.
C'est la grande différence avec la Cisjordanie où malgré tout il y a eu plus de développement économique et où la natalité était un peu moins forte. Alors, lorsque l'on parle de ces conflits à répétition, est-ce que on essaye de trouver une solution, et les éditorialistes par ce matin dans la presse israélienne, je le disais, disent tous que eh bien, ce n'est qu'un nouveau round, qui va en appeler un autre dans quelques temps, que ce n'est qu'une question de temps pour que eh bien, il y ait à nouveau une confrontation entre Israël et la bande de Gaza. Est-ce que derrière cela, et ils appellent à une solution, alors est-ce qu'il y a, à votre avis, sur le plan historique, est-ce qu'il y a une possibilité de solution pour Gaza, séparé de ce qui se passe en Cisjordanie, en Judée-Samarie? Est-ce qu'il y a une possibilité, comme l'aurait espéré peut-être Ariel Sharon lorsqu'il a évacué la bande de Gaza en 2005, que se crée peut-être un État autonome avec une sorte de Singapour proche-oriental? C'est réaliste? Dans tous les cas, les conditions économiques sont réunies. La bande de Gaza, avec ses 2 millions d'habitants, peut très bien devenir une zone de développement extraordinaire de type Singapour. Mais il y a des obstacles puissants, évidemment, à cela. Et le premier obstacle, c'est évidemment la mainmise islamiste, aujourd'hui, sur le nationalisme palestinien. Et la mainmise islamiste, qu'elle s'appelle Hamas ou djihad islamique, c'est pire avec le djihad islamique, évidemment, parce que le djihad n'a pas en charge la gestion de la bande de Gaza, ce qui n'est pas le cas du Hamas, et qui est donc obligé à une politique plus réaliste. C'est que leur politique, leurs fins dernières sont des fins quasi millénaristes, quasi apocalyptiques, c'est-à-dire qu'elles ne visent rien moins que la disparition de l'État d'Israël. Donc, dans ces conditions, il est très très difficile d'envisager la moindre solution. Là, on peut dire que Gaza, c'est l'image même d'un conflit complètement bloqué, totalement bloqué aujourd'hui. Et alors, on se pose la question, lorsque l'on lit votre ouvrage, Les origines du conflit israélo-arabe de 1970 à 1950, on voit clairement, dites-moi si je me trompe, que la Jordanie pourrait être une solution, n'est-ce pas, à cette impasse, à cet imbroglio dans laquelle on évolue depuis des décennies. Est-ce que c'est réaliste, quelque part, aujourd'hui, de créer un État palestinien en Jordanie ou dans l'ancienne Transjordanie? Oui, vous avez raison. Le dire ainsi, ça n'est pas réaliste. Ça peut même faire sourire. Oui. Bien sûr, parce qu'on connaît le blocage de la situation. Mais si on se limite à envisager le conflit, un dialogue entre Palestiniens et Israéliens, donc Cisjordanie, Gaza et Israël, on est condamné à répéter inlassablement les mêmes échecs. Il faut revenir un peu aux origines et considérer que la Jordanie, c'est la Palestine aussi, et donc avant 1922. C'est-à-dire qu'il n'y aura de solution qu'à 3, si solution il y a demain, parce qu'il n'est pas évident qu'il y ait forcément une solution d'ailleurs à ce conflit pour l'instant. Et il faut donc s'habituer à inclure la Jordanie dans les perspectives de négociation. Parce qu'encore une fois, si le partage de 1922 est totalement arbitraire, la Jordanie, ça fait partie de la Palestine, et d'autre part, ne jamais oublier que le premier obstacle à la création d'un État palestinien arabe en 1948, c'est la Jordanie. C'est l'émir Abdallah qui n'a pas voulu de l'indépendance arabe palestinienne. Je ne dis pas que les Israéliens voulaient, mais une chose est sûre, c'est que les Arabes, le royaume de Jordanie n'en voulait pas. Quand la guerre a commencé et que les Israéliens ont dépassé les limites fixées par l'ONU, alors effectivement, il n'était pas dans leur intérêt de revenir à cette idée d'un État palestinien, parce qu'il aurait fallu revenir sur les lignes de 1947 décidées par l'ONU, qui étaient des lignes indéfendables, ça tout le monde le sait bien sûr. Mais à l'origine, le premier obstacle, ce n'est pas Israël, c'est d'abord la Jordanie. Donc il faut revenir effectivement à tout cela, mais on peut considérer que tout ça, ce sont des conjonctures, ce sont des calculs complètement irréalistes. Il est possible que dans un conflit aussi inextricable qu'il paraît aujourd'hui, surtout avec la Cisjordanie, plus qu'avec Gaza d'ailleurs paradoxalement, il est possible que les situations, soit la situation s'enlise ad aeternam, et ce serait une catastrophe, soit la situation soit résolue, comme souvent dans l'histoire, qu'après une crise à chaud, après une crise extrêmement violente. Ça, on n'en sait strictement rien. La politique de l'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, depuis de nombreuses années, a été, depuis qu'il est revenu au pouvoir, on va dire en 2009, a été d'une certaine manière de diviser pour mieux régner, hein, c'est-à-dire diviser le mouvement palestinien, faire en sorte que, il n'y ait pas de possibilité pour l'autorité palestinienne de s'implanter dans la bande de Gaza, de diriger la bande de Gaza, ce qu'elle avait fait, hein, ce qu'elle faisait jusqu'au coup d'État de 2007. Est-ce que vous pensez, et de facto
développer, de rehausser le Hamas, hein, comme il l'a fait même durant cette opération. C'est-à-dire le fait de le mettre de côté, le Hamas, ça donne le sentiment que le Hamas a une sorte d'autonomie particulière, d'autorité particulière. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une politique juste de diviser le mouvement palestinien entre islamistes et, on va dire, plus laïcs, l'OLP et le Hamas ? C'est une politique à courte vue, effectivement, qui consiste à diviser pour régner. Mais les Israéliens ont beaucoup fait pour la puissance, l'émergence du Hamas pour contrer l'OLP. Ils se retrouvent aujourd'hui avec une puissance islamiste ingérable parce qu'encore une fois, elle n'est pas de nature politique, elle est de nature apocalyptique, messianique. Et c'est-à-dire qu'il suppose l'absence de compromis et la radicalité dans la solution qu'il propose, entre guillemets, c'est-à-dire la disparition de l'État d'Israël. Avec des gens comme cela, évidemment, il est difficile de négocier. On peut négocier avec des gens qui sont sur la base d'un compromis. Ce n'est pas le cas ici. Et vous avez la même erreur avec les Américains qui avaient énormément fait pour la croissance des talibans en Afghanistan contre l'armée rouge. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la situation que l'on sait en Afghanistan. Ce sont des calculs à courte vue, cela. Et par ailleurs, j'ajoute qu'en matière de division, hélas pour la société palestinienne, elle n'a pas besoin d'ingérence israélienne pour ça. Elle est extrêmement divisée elle-même. On le voit aujourd'hui, mais c'était déjà vrai il y a un siècle. Et c'est l'une des raisons de ces échecs à répétition de la Palestine. C'est possible, à votre avis, de réconcilier les deux frères ennemis qui sont le Hamas et l'autorité palestinienne Là, je n'ai aucune lumière là-dessus. Je suis historien, je travaille très largement sur les racines du conflit, sur la situation présente. Je ne peux pas me prononcer. Je ne connais pas assez la situation. Et donc, quelque part, aujourd'hui, on risque de se retrouver lorsque l'on voit le gouvernement israélien, qui est un gouvernement aujourd'hui avec une frange orthodoxe et une frange sioniste religieuse, on va dire, très nationaliste, un conflit de religion. Finalement, c'est peut-être l'aboutissement, c'est peut-être vers là que doit se conduire le conflit israélo-palestinien. Quand le conflit a pris une tournure religieuse à partir du milieu des années 1920 avec le moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, il est devenu de plus en plus violent, radical, et il a conduit à l'impasse absolue de la guerre totale qui a conduit à la fameuse Nakba de 1948. C'est-à-dire que là où les religieux prennent le pouvoir, vous pouvez être sûr que le politique disparaît. Et quand le politique disparaît, c'est le compromis qui disparaît. Parce que le politique, par définition, c'est la recherche d'un compromis, ou savoir qu'il n'y a pas de gagnant. Il y a des perdants des deux côtés ou des gagnants des deux côtés, mais il n'y a pas d'écrasement de l'adversaire. Avec un conflit de nature religieuse, d'une certaine façon, c'est toujours la négation de l'autre que vous poursuivez. Donc, dans un camp comme dans l'autre, quand les religieux prennent le pouvoir, vous pouvez être sûr que la paix s'évanouit pour longtemps. Et vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu de ce qui est en train de se produire Hélas, oui, c'est-à-dire que l'islamisation du conflit d'un côté et la montée en puissance d'un sionisme religieux de plus en plus dur fait que les perspectives de paix s'éloignent de plus en plus, évidemment. Et là, je ne parle pas de la présence de 600 000 Israéliens en Cisjordanie, parce que toutes ces questions pratiques peuvent se résoudre le jour d'un compromis. Mais là où il y a des visions messianiques, et le Hamas et le djihad islamique ont des visions messianiques, et chez les Juifs, une partie de la population juive, heureusement, une partie seulement a des visions messianiques également, on peut craindre le pire parce qu'il n'y a pas du tout de considération de l'autre. Comment vous expliquez justement ce changement des mouvements à la fois palestiniens, du nationalisme arabe et du nationalisme israélien, le nationalisme juif, qui sont partis de mouvements, tous les deux, de mouvements laïques, et qui se sont transformés au fil des ans, au fil des décennies, en des mouvements qui ont une forte dominante religieuse? C'est pas la même évolution, parce que je ne crois pas du tout à la laïcité du côté arabo-musulman, ça n'existe pas, c'est une notion absolument étrangère au monde arabo-musulman. Donc en fait, il y a eu islamisation du conflit côté arabe très tôt, tout le temps. Et il y a toujours eu une dimension islamique puissante, même au temps de l'OLP, même au temps de Yasser Arafat, derrière un vernis laïque de type occidental. En réalité, ça n'a jamais cessé d'être un conflit profondément islamique, exactement comme le FLN en Algérie a été un conflit marqué par l'islam d'emblée. Et c'est la naïveté des Occidentaux d'avoir cru que c'était un conflit de type occidental, progressiste, marqué par des idéaux des Lumières, etc. Absolument pas. Les idéaux des Lumières sont totalement étrangers au monde islamique.
Le vrai paradoxe, c'est ce que vous soulignez, c'est comment le sionisme laïque, car le sionisme des origines est un mouvement laïque et profondément profane sur le fond, a pu progressivement voir naître sur ses marges un sionisme religieux de plus en plus nombreux, puissant. Alors en 1949, il était marginal et il n'avait pas cette dimension messianique. Aujourd'hui, il est extrêmement puissant. Alors je pense que c'est une hypothèse simplement, que plus le conflit s'est radicalisé, plus les perspectives de paix se sont évanouies et plus le camp des radicaux n'a pu qu'être renforcé. D'une certaine façon, la radicalisation, c'est toujours l'expression d'un désespoir et de l'absence d'une solution politique à terme. Et là, dans le cas juif, c'est peut-être ce qui s'est passé. Ajoutez à cela, évidemment, la victoire de 67, oui, qui fait que les lieux historiques du judaïsme, Judée, la Samarie, évidemment Jérusalem, sont passés sous souveraineté israélienne. Vous pensez qu'il y a une solution à apporter au mont du Temple qui ne serait pas d'essence religieuse ? La question du mont du Temple, c'est la question la plus explosive qui soit. N'oubliez pas, d'abord, en dehors de l'interdit rabbinique de monter sur le mont du Temple, en dehors de cela, n'oubliez pas la vision qui a été politique d'un Dayan qui a tout fait pour éviter la radicalisation autour du mont du Temple, esplanade des mosquées, dès 1967, et précisément la destruction du quartier des Maghrébins et la création de la grande esplanade devant le mur. C'était aussi une façon d'éviter cette radicalisation autour du mont du Temple. Alors, je dirais que c'est la question qui est la plus volcanique qui soit, la question la plus explosive, parce que cette fois, le conflit ne serait plus seulement israélo-palestinien, ni même israélo-arabe, mais c'est le monde musulman tout entier, c'est-à-dire presque 2 millions de fidèles que vous avez mobilisés. Or, 2 milliards. Quelle était la stratégie d'Amin al-Husseini dans les années 20 ? C'était de mobiliser l'islam contre le sionisme. Et en faisant cela aujourd'hui, c'est le meilleur service qu'on rend à Amin al-Husseini que de donner au conflit actuel une coloration de plus en plus messianique et religieuse. Il n'attendait que cela, lui. Eh bien, Georges Bensoussan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en essayant de prendre un peu de recul sur ce conflit, cette opération israélienne dans la bande de Gaza de ces derniers jours qui se termine, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Alors, je rappelle que vous êtes demain au centre Begin pour justement exposer votre livre et présenter votre livre, Les origines du conflit israélo-arabe entre 1850 et 1870 et 1950. Donc, ça sera au centre Begin, 19h30. Donc, on invite tous ceux qui voudraient peut-être essayer d'avoir des réponses avec un socle historique extrêmement clair et net et précis. À participer, à venir assister à votre intervention. Donc, demain, lundi 15 mai, au centre Begin, sur donc, votre ouvrage paru en janvier sur les origines du conflit israélo-arabe. Merci Georges Bensoussan d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Daniel.